Bonjour à toutes et à tous, et je remercie toute l'équipe de l'école d'architecture de Saint-Étienne de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais démarrer tout de suite, donc peut-être je me présente rapidement. Donc Simon Tessou, je suis architecte urbaniste j'ai une agence d'architecture dans le Cantal. Peut-être que je peux... Ça fonctionne? Voilà, représenté par cette carte, il y a un petit point rouge là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est l'agence d'architecture, l'atelier du Rouget, qui est situé donc, dans le sud-ouest du département du Cantal. Voilà, j'exerce là depuis maintenant bientôt 25 ans. Et je suis aussi enseignant à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand et directeur depuis 5 ans maintenant. Je vais faire une présentation plutôt thématique, voilà, sur 5 thèmes ou 5 situations. Voilà, le premier point, c'est reconsidérer les espaces ouverts. Je pense qu'à Firminy-le-Vert, on est parfaitement dans le thème. Hein, voilà, la ville moderne a produit beaucoup d'espaces ouverts. Et en fait, en réalité, ces espaces ouverts, on les retrouve aussi dans les territoires ruraux et périurbains. Et souvent, finalement, la question des espaces ouverts dans les territoires périurbains est un peu un impensé. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, finalement, occupe des pans entiers du territoire français. Ensuite, j'ai parlé des espaces publics comme levier de requalification des territoires ruraux et périurbains. Ensuite, des petites centralités, qui est un sujet qui nous préoccupe à l'agence, mais aussi à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. La question du périurbain aussi, de son devenir, qu'on peut densifier ou non. Et puis, je terminerai par la question des ressources au sens large, ressources matérielles, savoir-faire, patrimoine bâti existant, mais aussi le soleil comme ressource. Donc, je vais débuter par les espaces ouverts en parlant de 2 expériences. D'abord celle du Rouget, territoire sur lequel je suis installé, où j'habite et je travaille, un bourg de 1000 habitants dans le Cantal. Cette carte représente le Rouget à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que le Rouget, d'une certaine manière, n'existe pas en tant qu'espace habité par les humains. C'est plutôt un territoire agricole. Et au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, une voie ferrée est pensée par les ingénieurs voilà, pour relier la ville de Figeac à la ville d'Aurillac. Et pour des raisons techniques, on installe une gare au milieu de nulle part, parce qu'il fallait pouvoir ravitailler les locomotives à vapeur après une rampe considérable entre le bas du département et ce plateau granitique à 600 mètres d'altitude. Cette ancienne carte postale montre en fait ce tracé de l'ingénieur qui vient. En fait, ce qui est intéressant sur la carte précédente, c'est que en fait, la gare s'installe en fait, dans un col sur une ligne de crête entre les 2 bassins versants du Lot au sud et de la Dordogne au nord. Voilà, donc les ingénieurs choisissent finalement le point bas sur cette ligne de crête. Il n'empêche que ça fabrique une grande cicatrice dans le territoire avec ce travail plutôt en déblai qui vient créer une sorte de ligne dans le paysage avec des grands talus. Et c'est autour de cette gare finalement que s'installe le village du Rouget, qui est du coup qui a une singularité, qui est composé plutôt de commerce et de services. Ce n'est pas un bourg agricole. Ce qu'on voit très bien sur cette carte, c'est que les premières implantations se font en fait le long des chemins ruraux préexistants qui relient les villages des alentours. Les pieds au sec sur la ligne de crête. C'est lisible les documents là ou... Pour moi, c'est pas très lisible. Donc, ces cartes postales montrent finalement ce que je trouve très intéressant, c'est finalement une installation, enfin comment dire, une implantation qui est plutôt vernaculaire, c'est-à-dire que finalement le bâti, comme on peut le voir sur cette carte, s'installe de manière très pragmatique le long des chemins ruraux. On peut dire que c'est une sorte de tracé vernaculaire qui est fort différent du tracé de l'ingénieur. Voilà. John Breckenhoff Jackson, qui est un théoricien du paysage américain, oppose, met en balance ces 2 paysages
Et je trouve que c'est un outil très intéressant pour comprendre finalement ce territoire qui est fait donc du coup de tracés pensés dans des capitales, la voie ferrée par exemple, ou des tracés plus vernaculaires, plus souples, qui viennent s'installer au plus près des choses préexistantes. Cette haute carte postale montre la même chose, cette implantation plutôt vernaculaire qui voilà, en fait, a un sens géographique très fort, puisque en fait, les édifices s'installent sur des terrains relativement plats sur cette ligne de crête. Alors le village grossissant, les habitants demandent leur indépendance administrative juste avant la Seconde Guerre mondiale, et le général de Gaulle, juste après la Seconde Guerre, acte la création de la commune du Rouget, en 1945 donc, et on voit une sorte de basculement dans les implantations vers le sud, avec un nouveau projet urbain, et puis un nouveau tracé, voilà, un tracé qui reprend plutôt les codes de l'ingénieur ou de l'urbaniste, avec des acquisitions foncières, et puis un tracé qui fait fi finalement de la topographie, avec la création d'une grande place en remblai, cette fois-ci, non plus en déblai, qui vient en fait se pluguer sur la traverse du bourg qui emprunte la ligne de crête, comme je le décrivais tout à l'heure. Et donc là, on retrouve une sorte de centre civique, comme on aurait pu le voir en Finlande, par exemple. Alvar Aalto, au même moment, faisait des centres civiques où la question de l'architecture, du paysage et des espaces publics était étroitement articulée. Là, on voit qu'il y a l'installation de plusieurs équipements publics, ou collectifs en tout cas. On a la mairie, la poste, l'église, et plus bas, on a les écoles, le foirail et le stade de foot. Mais la question de l'espace public reste largement impensée. Donc on a une sorte de grand espace public comme ça, une grande place, dédiée entièrement à l'automobile. C'est encore le cas aujourd'hui. Cette carte montre ensuite une grande vague d'anthropisation, voilà, telle qu'on peut la rencontrer un peu partout en France, et qui montre comment finalement, qui montre un éclatement finalement du bâti qui vient s'installer sous forme de lotissement ou le long des voiries, avec d'autres grands projets comme la déviation de la route nationale 122, qui est un nouveau tracé de l'ingénieur, on va dire, et puis ici la création d'un plan d'eau artificiel autour de l'idée d'un projet à la fois de loisirs et de tourisme, avec la création d'un parc de divers habitats légers de loisirs. Et pourquoi je vous explique tout ça? Pourquoi je rentre un peu dans le détail finalement de cette histoire urbaine du Rouget? C'est tout simplement parce que en fait, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait avec les élus sur des micro-projets, des micro-sujets, mais on avait du mal à finalement considérer que finalement l'ensemble de ces projets pouvait contribuer à un projet plus global consistant à imaginer voilà, une cohérence qui fasse que l'ensemble de ces pièces, ces petits projets puissent s'articuler et fabriquer un projet plus vaste à l'échelle territoriale. Et c'est au moment où les élus nous demandent de réfléchir à la mutation des abords du stade de foot que nous avons fait tout ce travail cartographique, alors que ce n'était pas demandé, et que nous avons proposé une sorte de plan guide qui s'appelle « Habiter le parc au Rouget ». Donc ce n'était pas une commande. C'était tout simplement une proposition visant à en fait, faire un pas de côté et puis imaginer que oui, on allait éventuellement répondre, évidemment, à la commande consistant à transformer les abords du stade de foot, mais qu'il était aussi important de comprendre comment ces transformations, dont celle du stade de foot, pouvaient s'intégrer dans une réflexion plus vaste, visant à imaginer que finalement toute une partie de ce territoire-là pouvait contenir les germes d'une régénération d'un espace déjà anthropisé, pour imaginer qu'on arrête de continuer à artificialiser des sols en périphérie du bourg sur des espaces naturels ou des espaces agricoles.
Donc c'était de montrer tout simplement que dans ce périmètre-là, assez arbitraire, mais je vous expliquerai comment a été choisi ce périmètre, on pouvait imaginer intégrer de nouveaux équipements publics, habiter autrement, travailler sur l'idée d'un paysage fédérateur dans lequel finalement il ferait bon vivre voilà, pour les futurs habitants par exemple. Alors le parc du Rouget a été défini selon 3 logiques: un périmètre géographique, c'est le bassin versant du Lot, confluence de plusieurs talwegs. Donc on a la ligne de crête qui est ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, et on a donc plutôt des tout petits talwegs ici qui partent de cette ligne de crête, qui ne sont pas toujours très perceptibles. Donc c'est des milieux humides aussi, hein. C'est-à-dire que parfois on ne voit même pas le ruisseau, c'est plutôt une sorte de talweg, c'est la naissance de ces petits cours d'eau qui vont finalement grossir petit à petit jusqu'au Lot, dans tout le bassin versant. Ça, c'est la première logique. La deuxième logique, c'est une logique programmatique. Dans ce périmètre-là, on a quasiment tous les équipements de la commune. Et puis, ce périmètre correspond aussi à un foncier qui est public, sur lequel on peut agir facilement. Alors, pourquoi un plan guide? Eh bien, c'est un moyen, tout simplement, pour fabriquer un récit auquel les habitants sont capables de s'identifier. C'est reconnaître les milieux, les spécificités paysagères que contient en fait ce périmètre. Ça veut dire aussi imaginer un autre rapport au vivant. Il ne faut pas perdre de vue que jusqu'à encore récemment, les élus étaient capables de faire buser un ruisseau ou de remblayer une zone mine. C'est identifier les usages, les stimuler, rendre le territoire communal plus attractif aussi pour ses habitants. Et d'une certaine manière, en rendant le territoire attractif, c'est une manière de soutenir l'économie locale, les commerces et les services. C'est aussi identifier les parcours existants, en imaginer de nouveaux, encourager les mobilités douces, comme la plupart des bourgs ruraux de France. Le Rouget, en fait, est marqué par la présence de la voiture, une présence très forte de la voiture, où voilà, les mobilités encouragées sont celles qui sont carbonées et en voiture. Donc l'idée de ce projet, c'est aussi d'imaginer multiplier les manières de se déplacer dans ce territoire et d'encourager les déplacements à pied ou à vélo. C'est identifier les seuils de ce parc, en créer de nouveaux, en imaginant des poches de stationnement pour éviter en fait, les déplacements motorisés, encore une fois. C'est freiner l'artificialisation des terres agricoles, comme je l'ai dit. C'est accueillir de nouveaux projets, réduire le bilan carbone à une petite échelle, en faisant la ville sur la ville. Et puis, c'est aussi réfléchir à une autonomie énergétique en imaginant un réseau de chaleur dont le chantier est bien amorcé aujourd'hui, puisque l'ensemble des équipements publics s'y retrouvent. Et puis, c'est finalement répondre modestement aux enjeux du XXIe siècle à l'échelle d'un petit territoire comme celui-là. Personnellement, je crois de plus en plus à la multiplication de petits projets qui, additionnés, commencent à produire des résultats. Donc nous avons produit cette carte qui synthétise un petit peu tout ce que je viens de raconter, c'est-à-dire le périmètre du projet, qui est amené évidemment à évoluer depuis quelques années. Depuis le moment où on a dessiné cette carte, évidemment, le périmètre du projet s'est étendu, et c'est tant mieux. On pourrait dire que même le périmètre pourrait être la commune en entier. Donc cette carte, elle montre quoi? Elle montre les équipements publics existants, les futurs, d'autres situations habitantes qui pourraient être stimulées, notamment du logement individuel groupé. Mais cette carte, elle montre aussi la nature des sols, donc les sols construits, donc les espaces publics avec des usages plus nombreux, une intensité d'usage quelque part, mais aussi les sols qui peuvent faire l'objet d'une gestion différenciée. Nous avons proposé une carte avec différents modes de gestion des espaces verts. Et puis on a dessiné des petites coupes comme celle-ci, tout simplement pour mettre des mots sur les choses, pour que ces choses reprennent une existence, pour que le vivant reprenne, que les élus, que les habitants prennent conscience de la richesse de ce vivant
qui finalement composent ce parc. C'est-à-dire que on pourrait dire que la nature préexistante fabrique la qualité de ce parc. Mais en mettant des mots sur les choses, ça permet en fait de prendre conscience de l'importance de ce vivant. Donc on décrit les choses de manière très simple. La pelouse, celle qu'on va tondre régulièrement. La prairie, celle qu'on va faucher une fois ou deux par an. Le talus, la prairie humide, les milieux humides. La répulsive, c'est-à-dire la végétation spontanée qui apparaît au bord des cours d'eau. Les situations de lisière, les prairies sous-futées, etc., etc. Et nous avons aussi montré aux élus un ensemble de photographies issues de visites et de voyages, notamment dans le cadre de voyages d'études avec nos étudiants de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, ici le cimetière de Malmö, au projet de Leverhulme, qui montre justement comment un cimetière peut devenir un parc avec des logiques d'aménagement extrêmement souples et peu coûteux, et des logiques de gestion différenciées avec différentes qualités de nature, la pelouse, la prairie, la friche, la forêt, les alignements d'arbres, etc. D'autres exemples que nous avons montrés, les maisons à patio d'Hudson, aussi bien au Danemark qu'en Suède, avec ces photos qui montrent qu'il est aussi possible d'habiter autrement dans une maison individuelle à la campagne. Des photos aussi des aménagements extrêmement simples pour gérer le nivellement, ici par exemple à l'université d'Otaniemi en Finlande, d'Alvar Aalto. Alors pourquoi tous ces exemples d'Europe du Nord? Tout simplement parce que en fait, ils illustrent de mon point de vue parfaitement ce que pourraient devenir les espaces ouverts dans les territoires comme les nôtres. Comment on les traite d'une manière appropriée, voilà, avec une économie finalement de moyens assez extrême. Nous avons montré aussi ce type de carte qui montre les parcours préexistants, les seuils préexistants, mais aussi les nouveaux qui pouvaient s'installer. Et puis, je vais vous montrer quelques opérations que nous menons depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est un travail sur un temps très très long, hein. Voilà, c'est des projets qui se déclinent depuis plus de 10 ans maintenant, largement, qui se poursuivent aujourd'hui. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui. À chaque fois que je fais des conférences, eh bien je mets à jour en fait, cette présentation qui montre finalement voilà, les vertus d'un projet sur le très long terme, qui est aussi rendu possible par une grande stabilité politique, hein, évidemment, puisque en fait, traditionnellement, il n'y a en général qu'une liste qui se présente aux élections municipales. Voilà, alors il y a des inconvénients, des avantages. Les avantages, c'est la continuité de l'action sur des temps très longs. Donc les premiers projets sont en fait concentrés entre, on va dire, ce que j'appelle le centre civique, la place publique le long de la traverse du bourg, tel qu'on peut le voir ici. Ici, on a l'école, le stade de foot, qui a été créé dans les années 50. On voit sur des très belles photographies aériennes le terrassement d'ailleurs de ce stade de foot. Ah, vous n'avez pas le curseur, désolé. Mais bon, vous le voyez, je pense. Vous avez donc à gauche la grande place avec le marché d'ailleurs, sur cette photographie aérienne. Vous avez l'église, vous la reconnaissez, une sorte de volume très trapu. Et puis l'ancien foirail qui se situe ici, voilà, entre l'église et puis le groupe scolaire. Et cet ancien foirail, donc c'était un endroit où on vendait les vaches, est tombé en désuétude. Et donc en fait, on a travaillé avec les élus sur une programmation qui consistait à créer 3 plateformes installées dans la pente, 3 plateformes très simples qui permettaient à la fois d'organiser le stationnement pour le marché, justement, mais aussi pour l'école qui est juste à côté, faire en sorte que ces plateformes puissent accueillir des événements culturels ou festifs, comme on peut le voir sur cette image, avec ici un vide-grenier organisé par une association locale où du coup le stationnement bascule dans la prairie qui est en face. Et puis ici, voilà, en association avec ces 3 plateformes qui sont installées dans la pente, des parcours piétons qui, encore il y a quelques années, n'existaient pas et qui permettent aux enfants d'aller du centre-bourg jusqu'à l'école à pied, voilà, dans
dans une plus grande, dans une totale sécurité. Ici, c'est un autre projet qui est intervenu quelques années plus tard, où en fait là, le maire est venu à l'agence et nous a dit voilà, il nous faudrait un petit permis d'aménager là pour installer 5 nouveaux habitats légers de loisirs qu'on voit ici sur ce plan. Et là, c'est pareil, ça a été l'occasion d'une discussion. Et finalement, le projet est devenu beaucoup plus vaste, puisqu'en fait, il était question d'installer en fait, ces 5 chalets ici sur la berge du lac, ce qui nous paraissait pas être une bonne idée. Et on a mis en avant que finalement, il y avait un intérêt commun, collectif, qui primait sur l'intérêt individuel. Et donc, on a proposé de remonter en fait, les habitats légers de loisirs, qui avaient déjà été achetés en Pologne ou je ne sais pas où. Et donc notre rôle a consisté à finalement changer l'implantation de ces habitats légers de loisirs, faire avec, même si dans le fond on n'était pas vraiment d'accord avec ce projet. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que du coup ça a été l'occasion de repenser l'ensemble de ce fragment de parc autour du plan d'eau, de dessiner un plan de gestion en fait, des abords de ce lac. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, les employés communaux rabattaient systématiquement la répulsive qui apparaissait au bord de ce cours d'eau, de ce plan d'eau, qui était autrefois baignable, mais qui ne l'est plus, pour 2 raisons. D'abord, il y a un débit qui est insuffisant pour en fait, obtenir une qualité d'eau suffisante. Et par ailleurs, il y a 3-4 fermes qui sont au-dessus, qui balancent leur intrant dans le cours d'eau et dans les différents cours d'eau, qui finissent par polluer ce lac. Donc on a proposé cette carte qui montre que sur une grande partie du tour de lac, on pourrait laisser faire la nature, la répulsive, et que ça enrichirait d'abord l'expérience qui consiste à faire le tour du plan d'eau, mais que ça permettrait aussi en fait, d'améliorer la qualité de l'eau en offrant par ailleurs un abri pour la faune. Voilà, donc ça c'est un travail qui est très simple, c'est une carte. C'est 2-3 heures de travail, pas plus. On chausse ses bottes, on se met d'accord sur où est-ce qu'on garde la répulsive, où est-ce qu'on maintient en fait, des fenêtres sur ce plan d'eau, qui est aussi assez intéressant du point de vue paysager. On a travaillé aussi sur la création de plusieurs plateformes pour intégrer des jeux que la collectivité avait achetés, des jeux pour enfants. Et puis on a montré aussi voilà, comment finalement on pouvait gérer les espaces enherbé d'une autre manière, en tondant seulement le bord du chemin et en se disant qu'on pouvait simplement faucher l'herbe 1 ou 2 fois par an ou les faire pâturer en fait, des pans entiers de ces territoires publics par un troupeau de brebis qui appartient à un des employés communaux. Quelques photos donc, qui montrent ces logiques de gestion différenciée. Alors voilà, il y a plein d'autres actions qui se sont suivies. Plus ou moins ambitieuses, voilà, des terrains de pétanque, des potagers familiaux, une médiathèque avec l'accueil périscolaire des salles associatives. En ce moment, nous allons bientôt achever la réhabilitation de la mairie, qui est un patrimoine 20e, donc, qui est constitutif à la création de la commune dans les années en 1945. Donc il y a le centre civique est apparu à la fin des années 50 et au début des années 60. Donc là, c'est un travail très intéressant sur un patrimoine 20e avec des questionnements sur comment on traite la thermique, par exemple. Ce qu'on a proposé aux élus, c'est de dire, en fait, la mairie, elle a été créée en 1960, il n'y a jamais eu de travaux depuis, quasiment. Donc elle a duré, on va dire, à peu près 60 ans, sans intervention. Et donc on a proposé aux élus de se dire, on fait des travaux pour que, en fait, ils puissent être pertinents pour les 60 prochaines années et répondre finalement aux enjeux qui sont les nôtres. Donc avec une performance thermique extrêmement efficace, on a fait le choix d'isoler par l'intérieur et non pas par l'extérieur pour garder en fait l'aspect des façades qui nous paraissait intéressant. C'est une sorte d'architecture à mi-chemin entre une sorte d'architecture hybride entre du Perret et puis une architecture, on va dire, régionaliste, qui nous paraissait malgré tout intéressante à valoriser. Et puis il y a toute la création du réseau de chaleur bois qui aujourd'hui articule en fait un certain nombre
bâtiments communaux, ce qui nous a permis de remplacer, de supprimer plutôt 4 ou 5 chaudières au fioul. Ici, quelques photos, je passe rapidement. Terrain de pétanque, jardin potager, nouveaux parcours qui permettent d'encourager les mobilités douces. Là, on vient de livrer, par exemple, on vient d'ouvrir un nouveau chemin sur 500 mètres, le long du deuxième plan d'eau et la route départementale, pour relier en fait, le bourg directement au plan d'eau et éviter que les gens se rendent directement au plan d'eau en voiture. Ici, le bâtiment qui accueille la médiathèque, le centre de loisirs et des espaces associatifs avec 2 maîtrises d'ouvrage, la commune et l'intercommunalité. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu placer l'édifice au plus proche des plateformes que j'ai évoquées tout à l'heure, pour mutualiser en fait, le parking. Donc 0 parking à créer en plus. Donc c'est une manière aussi de rompre avec les logiques qui consistent à fabriquer des pièces comme ça autonomes, chaque fois avec son parking. Hein. Vous savez comment c'est dans les territoires ruraux périurbains. Vous avez la salle polyvalente avec son parking, ça est. Vous avez la piscine avec ça et son parking, le stade, etc., la maison de retraite. Et donc l'idée, c'est plutôt de fabriquer un territoire passant et de mutualiser en fait, les zones de stationnement, par exemple. Quelques photos de l'intérieur de cet espace voilà, qui offrent des espaces capables, finalement, adaptés aussi bien pour le périscolaire, mais aussi pour la pratique de la danse ou du yoga, ou encore en fait, des manifestations culturelles. Et très récemment, nous avons participé, nous avons organisé une exposition à Paris à la Galerie de l'Architecture, et ça a été le prétexte pour construire une maquette de 6 mètres carrés au 500e une grande partie de la commune du Rouget. Et c'est devenu un outil, ça va devenir un outil supplémentaire pour travailler avec les élus. Donc là, vous voyez le stade du foot, les abords du stade de foot qu'on a traité avec les jardins potagers, du stationnement mutualisé pour le foot, la pétanque, la piscine, mais aussi qui constitue une des entrées au parc. Ici, ce sont des aménagements qui vont, les prochains aménagements qui vont être réalisés. La médiathèque, là qu'on voit le carré noir, la réhabilitation de la mairie que vous voyez sur le côté là, à droite, et puis le premier travail sur les plateformes que j'évoquais en introduction. Alors cette expérience a été pour nous l'occasion d'expérimenter des méthodes, travailler sur cette adapter la notion de plan guide qui a été popularisée par Alexandre Chemetov, par exemple, sur l'île de Nantes, mais qui nécessite aussi des adaptations pour le rendre pertinent au regard de territoires comme les nôtres, des territoires ruraux, périurbains. Et donc, suite à cette expérience, on a répondu à plusieurs appels d'offres, dont un plan guide, un accord cadre qui articulait plan guide et maîtrise d'œuvre des espaces publics, là, à Cancon, dans le Lot-et-Garonne. Donc, on a travaillé sur le plan guide à l'échelle territoriale et on s'est ensuite concentré sur en fait, la ville basse qui contient en fait, l'ensemble des équipements de Cancon. Les équipements publics, hein, comme souvent, les équipements publics se sont déplacés des petites centralités et se sont plutôt venus se disperser dans la périphérie de ces centres-bourgs. Donc vous avez la mairie, l'école, vous avez aussi, par exemple ici, 2 halles qui sont représentées par ces toits rouges qui accueillent le comice agricole, donc une grande foire agricole annuelle. Et tout ça, ça fabriquait des pièces autonomes, celles que je décrivais tout à l'heure. Et donc le projet consiste à réarticuler tous ces espaces. Vous avez le plan avant-après. Donc sur la première tranche de travaux, vous voyez en fait les nappes d'enrobés qui occupent en fait une grande partie de ces espaces publics. Et le projet consiste donc à supprimer l'enrobé, améliorer les mobilités douces, articuler les équipements entre eux, fabriquer des dispositifs pour collecter et retenir l'eau de pluie, pour fabriquer des jardins de pluie, c'est comme ça qu'on les appelle, et ce qui permet une meilleure gestion des eaux de pluie, de désengorger les réseaux qui collectent l'ensemble de ces eaux de ruissellement,
et qui polluent les systèmes d'assainissement. Quelques photos qui montrent voilà, l'état avant travaux, avec finalement ce que je décrivais tout à l'heure, ces pièces autonomes, toutes fermées par des haies opaques. Et le projet, plutôt par soustraction, c'est-à-dire qu'il réouvre les espaces. Là, c'est à peu près le même point de vue, qui montre aussi le travail sur les parcours piétons qui permettent de mettre en relation notamment l'école avec la médiathèque qui est dans le centre-bourg, mais aussi l'école avec le centre de loisirs. Et finalement, dans ces territoires publics, on donne la priorité aux piétons et non plus à la voiture. Une photo avant travaux. Ici, on voit justement les enfants qui vont du centre de loisirs jusqu'à l'école. Maintenant, je vais évoquer les espaces publics comme levier de requalification en partant d'un exemple à Chalier dans le Cantal. Tout petit village qui est sur une ligne de crête, un village qui se termine en cul-de-sac et qui est un village sans épaisseur, une sorte de ligne comme ça sur le paysage qui surplombe la vallée de la Truyère, un affluent du Lot. Donc le projet a consisté à réaménager les espaces publics une fois que tous les réseaux avaient été repris, adduction d'eau, assainissement, etc. Et donc dans ce parcours linéaire, on a repéré 3 espaces, 3 sur largeur qui permettaient d'imaginer 3 petites placettes en lien avec un patrimoine bâti remarquable et une vue sur le grand territoire de la vallée de la Truyère. Donc la première petite placette s'inscrit devant une maison de notaire du XVIIe siècle, transformée ensuite en presbytère, aujourd'hui propriété de la commune en attente d'affectation. La deuxième petite placette est en contrebas de l'église, du promontoire de l'église et du château qui a été rasé. C'est une place plus complexe, à l'articulation de plusieurs parcours, avec une topographie plus chahutée. Donc là, les voitures s'installent sur des sortes de marches, une sorte de gradin comme ça. Et puis au-delà, vous avez un petit belvédère qui permet aux habitants et aux visiteurs de venir contempler la vue sur le grand paysage. C'est aussi le prétexte pour réinventer le petit patrimoine d'aujourd'hui. Voilà, de la même manière qu'au XIXe siècle, on prenait soin de dessiner le four banal, le lavoir ou je sais pas, le métier à ferrer les chevaux. Aujourd'hui, on peut prendre soin de ces menus services rendus à la population qui sont très différents. C'est le tri sélectif, les poubelles, l'éclairage public, la signalétique. Et tout ça, c'est fait avec des matériaux de réemploi issus de démolition. Et la troisième placette est devant la mairie. C'est une simple place qui, c'est comme si on avait rabattu la façade minérale au sol. On a aménagé une rampe pour que l'agriculteur puisse accéder à sa prairie, une rupture de pente qui permet de s'installer et de contempler le paysage. Mais cette plateforme permet aussi de cueillir quelques voitures quand un habitant veut changer sa carte d'identité. Et puis le sujet aussi, c'était évidemment d'articuler ces placettes. On a réduit la largeur de chaussée au strict minimum pour augmenter les bas-côtés, les planter. Et ces bas-côtés sont majoritairement entretenus par les habitants. Donc ce qu'on appelle des frontages. Plus le frontage s'épaissit, plus en fait vous donnez de la qualité aux immeubles qui sont la plupart vacants malheureusement et qui ne disposent pas de jardin. Les jardins sont de l'autre côté de cette rue et s'installent dans le coteau. Le petit patrimoine dont je parlais tout à l'heure, qui peut être aussi en fait un projet de réhabilitation comme ici. Là, c'est une ancienne bascule qu'on a transformée en local poubelle et qui a permis de, on va dire, de montrer aussi les savoir-faire locaux qui sont encore existants, comme ici cette toiture en schiste avec ce dispositif en fêtage très particulier. En tout cas, ce projet pose la question suivante, c'est aussi, finalement, tout le projet consiste à mettre en scène aussi le grand paysage. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout le coteau qui était autrefois cultivé
qui était un territoire vivrier, hein, avec des potagers et des vergers, est parti en friche, parce que ce sont des terres qui sont peu accessibles, que les pratiques vivrières se sont transformées finalement en des supermarchés, voilà, dans lesquels on va acheter tous nos aliments. Et donc ça pose la question du devenir de ces territoires-là. Et avec une association locale, on a proposé d'organiser des sortes de chantiers participatifs visant à reconquérir ces jardins en terrasse. Ici, avec une première action qui consiste à remonter des murs en pierre sèche qui s'étaient effondrés. Et puis plus récemment, à l'initiative de la commune et de l'IUT de l'Université Clermont-Auvergne, il y a eu tout un atelier avec des étudiants et des habitants visant à poursuivre le travail engagé en défrichant une partie des terrasses hautes, en créant des haies sèches, en restaurant les murs. Et puis tout ça, ça s'est fini par un gueuleton sur la rue principale. Un autre projet, un tout petit projet, dans un bourg qui s'appelle, enfin un village plutôt, voilà, qui s'appelle Les Estresses à Saint-Julien-Toursac, qui était autrefois traversé par la route nationale 122. Voilà, cette photo montre l'état avant travaux. Ici, à droite, vous avez une ancienne auberge qui a été transformée en logements sociaux, avec un jardin tout à fait agréable en rez-de-chaussée, avec sa table en plastique et le tankerville avec le linge qui sèche à côté de la voiture. Et donc là, le projet vise à réduire considérablement la chaussée, puisque le trafic, il n'y en a plus. Il doit y avoir une voiture ou un tracteur qui passe à peu près toutes les 2 ou 3 heures. Et puis, donc voilà, c'est un travail sur les accotements, un travail plutôt extensif à gauche, un travail plus noble à droite, parce qu'il y a une intensité d'usage qui l'exige. Il y a la création de ce jardin qui permet aux habitants du rez-de-chaussée d'avoir un espace plus intime. Et puis, il y a aussi bon, je ne vais pas détailler, mais il y a aussi un travail sur le parvis de l'église et puis l'aménagement d'une grande terrasse qui permet de rendre accessible la salle polyvalente qui a été aménagée dans l'école qui est fermée depuis plusieurs décennies, en transformant finalement une contrainte réglementaire en une opportunité de projet. Il était demandé dans le programme une simple rampe pour rendre accessible la salle polyvalente. Nous avons proposé une grande terrasse pour sortir table et chaise lors d'un mariage ou d'un anniversaire. Un autre exemple ici à Mandaille, toujours dans le Cantal, où là le projet assez extensif le long du cours d'eau qui s'appelle la Jordan. Là le projet traite à la fois de sol, mais aussi d'édifices, réhabilitation ou édifices neufs. Donc là, vous voyez sur cette carte le petit hameau historique qui est ici en haut, là, au-dessus du petit rectangle rouge. Le périmètre de projet, c'est la partie qui est hachurée en rouge. En bas, vous avez l'ancienne école qui a fait l'objet d'une réhabilitation pour accueillir un programme d'accueil de sportifs, puisque c'est un territoire de loisirs aujourd'hui, avec des trailers, des VTTistes, des parapentistes, des cavaliers aussi qui viennent. Et donc le rez-de-chaussée est aménagé pour que les sportifs puissent se changer, disposer de vestiaires. Et l'étage comprend des logements pour saisonniers, voilà, notamment pour les restaurants et les hôtels du coin. Et dans le projet, il y a aussi une halle pour le marché, à proximité du centre-bourg. Et comme en fait une grande proximité avec les élus, nous avons aussi transformé un petit peu la commande en imaginant qu'on n'allait pas créer un grand parking à côté de la halle, mais qu'on allait valoriser des lessiers routiers en amont du village qui existait, qui était parfait pour un parking, qui a nécessité la création d'une passerelle pour enjamber le cours d'eau. Donc voilà la réhabilitation de l'ancienne école, quelques petits édifices pour accueillir les chevaux, notamment et stocker les VTT. Tout ça dans une logique extrêmement frugale où finalement on garde l'existant. Hein. Là, c'est un ancien préau. Donc on a juste fermé le préau pour ranger les vélos. Vous voyez, ça c'est l'architecture un peu, on va dire, bricolée et très vernaculaire, une structure bois avec des tôles en acier galvanisé. On a repris ce langage-là pour traiter en fait
l'accueil des cavaliers. Et puis il y a bien sûr la halle, voilà, qui est vraiment à l'entrée du village et qu'on traverse avec ce parcours qui longe la Jordan. Donc la halle reprend les codes de l'architecture vernaculaire locale, des granges étables avec ses charpentes caractéristiques, ses murs épais, et puis une implantation orthogonale par rapport à la pente. Et puis avec une réinterprétation des charpentes traditionnelles à couple, non hiérarchisées, sans panne et sans chevron, avec finalement la multiplication des fermes comme ça, avec un espace régulier et très rapproché. Et puis, in fine, la création de cette passerelle qui permet d'enjamber le cours d'eau et de relier le parking à la sortie du village et le centre-bourg, en passant par un chemin rural magnifique qui permet aussi de voir la grange étable qui est de l'autre côté et qui a constitué, on va dire, la référence pour concevoir la halle. On a du temps encore? Je continue ou... Je m'aperçois que je suis un peu long. Comment? Ok. Ouais, je vais essayer d'accélérer un peu. Là, j'évoque rapidement ici un projet, voilà, les espaces publics comme levier de requalification, c'est aussi évidemment dans les situations urbaines, comme ici à Aurillac, dans le centre-ville, où nous avons travaillé sur un référentiel des espaces publics et fait une tranche de travaux. Et nous avons proposé de parachever la piétonisation du centre-ville, et dès lors qu'on supprime la voiture, en fait, ça libère beaucoup d'espace pour imaginer un parcours de l'eau, stocker de l'eau le plus longtemps possible sur l'espace public, relier toutes ces fosses de plantation, et puis réintroduire justement du végétal dans une ville dense et très minérale pour lutter contre les îlots de chaleur. Je passe rapidement. Je vais peut-être passer à la prochaine thématique qui est de rendre désirables les petites centralités, en prenant l'exemple des services publics qui tendent à quitter en fait, les centres-bourgs. Et justement ici à Azé, une commune de Saône-et-Loire, en fait la programmation était très maligne. Elle consistait à maintenir l'école dans la centralité. Ces photos montrent notre intervention qui est au premier plan, qui est quasiment invisible et qui reprend les codes de l'architecture vernaculaire locale. Ici, on voit on va dire, les coteaux qui sont occupés par des vignes et le village qui s'est installé dans le Talweg. C'est une architecture tout en calcaire, voilà, matière qu'on reprend pour l'école. Nous avons interprété les règles du PLUI qui imposaient une double toiture en tuiles. On a simplement écarté la double toiture pour faire rentrer la lumière et avoir un éclairage, un bi-éclairage des salles de classe. Et nous avons proposé de conserver le préau qui était voué à être démoli pour finalement traiter l'entrée de l'école. Le préau devient le seuil de l'établissement. Et nous avons aussi gardé un magnifique noyer autour duquel s'organise la nouvelle école. Quelques photos. Alors, les centralités, rendre désirables les centralités, c'est aussi en fait imaginer des projets de réhabilitation comme celui-ci, où dans ce projet on a créé 6 logements, 3 duplex pour des jeunes couples plutôt, et puis 3 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et puis c'est le prétexte aussi pour introduire 2 commerces dans cette centralité, de l'Aumônerie de Montel à côté de Thiers. Voilà, en essayant d'intégrer en fait dans ce projet les codes de l'habitat individuel, avec évidemment un espace extérieur pour chaque logement, et puis des accès individuels aussi avec ces passerelles qui reprennent les dispositifs qu'on rencontre dans ce territoire industriel qui s'est effondré à la fin du XIXe siècle. Alors, rendre désirables les petites centralités, c'est aussi imaginer habiter les toits, comme on peut le voir sur cette magnifique peinture du XVIIIe siècle, qui est une peinture qui représente Venise, avec ce qu'on appelle les altanes, qui prennent possession des toitures pour aller chercher l'horizon et prendre l'air, comme on dit.
dans un territoire d'une très grande densité. Et moi, je milite vraiment pour qu'on puisse transformer nos toitures dans nos petites centralités, plutôt que de les mettre sous cloche, voilà, pour rendre désirable le fait d'habiter dans un immeuble très ordinaire du XIXe siècle, par exemple. Ici, c'est un exemple à s'insérer dans le Lot. C'est un projet conçu par un ami architecte qui s'appelle Mathieu Bénet et qui est installé dans ce territoire-là. C'est son propre logement. En fait, on comprend bien que dès lors qu'on a une vue lointaine sur le coteau opposé, qu'on peut déployer table et chaise dans le prolongement de son séjour, eh bien, ça devient une alternative crédible à un pavillon dans une situation plus périurbaine. Et puis les projets peuvent s'imaginer aussi en creux. Ici, j'ai pris quelques exemples, comme ici dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Clairvaux, où vous voyez, en fait, on a démoli quelques édifices dont on a gardé la trace. Ça devient des bancs sur un espace public. On pense ce qu'on veut de cet espace public, mais en fait, il ouvre en fait, de nouvelles perspectives, donne de la lumière et fabrique en fait, un sol au premier plan pour les édifices qui sont conservés. Tout ça dans un territoire où la démographie tâtonne, voire en décroissance. Ici, un exemple plus exotique, dans un village de Hong Kong. Voilà, en fait, en réalité, à Hong Kong, il y a beaucoup de territoires ruraux qui sont en déprise complète. Et ici, c'est une ancienne habitation transformée en un espace public dont on conserve finalement les traces. On garde les traces finalement des anciennes habitations. Un autre exemple ici, dans un autre territoire décroissant, ici à Athènes, en plein centre-ville, où un îlot est démoli et ça devient un espace extérieur qui prolonge un restaurant. Densifier le périurbain est une autre thématique voilà, qui me tient à cœur. Ici, c'est à Limoges. 2 opérations pour le même bailleur social qui consistent à repenser la manière de concevoir du logement individuel, ici groupé. Et c'est plutôt l'idée un peu de la cité-jardin, où en fait on a sanctuarisé un budget conséquent pour planter abondamment en fait ce territoire, cette extension urbaine. Et en fait, le logement individuel s'organise comme ça, soit en bande, voilà, avec différentes typologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important, c'est en fait finalement l'importance accordée à la question du paysage et aux extérieurs, aux abords de ces logements. Toujours le même bailleur social sur un site à côté, où là, c'est un projet encore plus dense avec de l'habitat intermédiaire. Ici, on superpose par exemple des T2 avec des T4, qui sont des sortes de maisons en duplex, qui disposent d'une grande loggia au sud et d'un jardin au nord. On met à profit la topographie du terrain pour que chaque logement soit accessible de manière individuelle. Donc, encore une fois, on reprend les codes de l'architecture, enfin plutôt on va dire du pavillonnaire, en imaginant des espaces privatifs, qualitatifs, qui rendent désirable le fait d'habiter dans une situation plus dense. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, par exemple, j'ai une conversation récente avec le bailleur social qui nous a dit que ces 2 opérations sont celles où il y a le moins de turnover sur toute l'agglomération de Limoges. C'est toujours la même opération ici, où il y a une sorte de radicalité aussi dans la proposition qui consiste à vraiment avoir un volume assez compact, linéaire, et le fait d'avoir les maisons juxtaposées, ça génère en fait des situations habitantes plutôt confortables parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Et puis on traite en fait des sortes de petites terrasses qui sont refermées par ces petites serres qui viennent prolonger la terrasse et fabriquer une transition avec le jardin potager. Et puis toujours la même opération, on multiplie les typologies, on fait des choix économiques. Donc parfois on va utiliser beaucoup de matériaux biosourcés, mais pour en fait tout simplement rendre viable l'opération du point de vue économique, eh bien parfois il faut aussi construire en maçonnerie plus traditionnelle. Donc voilà, cette hiérarchie, ces choix qui sont opérés, et ça génère aussi une variété dans le paysage urbain fabriqué.
Mais le périurbain, en fait, c'est pas toujours... enfin, dans l'expérience de Lezoux, par exemple, une petite ville à côté de Clermont-Ferrand, on a fait la démonstration que, en fait, ça pourrait être intéressant d'analyser vraiment précisément les situations avant de prendre position sur la densification d'un territoire périurbain. Ces deux cartes montrent Lezoux, ici dans les années 1950, qui montre quelque chose de très intéressant. Vous avez les prairies, donc les cultures, donc de blé, maïs, etc. Vous avez Lezoux qui est ici, qui est une petite polarité, avec en vert en fait tout le territoire vivrier, donc une agriculture de subsistance. Vous avez ensuite Lezoux, situation actuelle, et on s'aperçoit que finalement l'ensemble de l'artificialisation des sols s'est opéré sur les territoires vivriers et non pas sur les territoires agricoles à proprement parler, pas sur les cultures en fait. Et donc pour cette étude urbaine, nous avons proposé de plutôt sanctuariser en fait les vestiges de territoires vivriers qui subsistaient dans le tissu, en considérant que ça pouvait être extrêmement intéressant en fait de plutôt de donner une fonction plutôt agricole et vivrière à ces pièces assez délaissées, on va dire, qui sont qu'on peut encore observer en fait dans le tissu périurbain. Et l'idée, c'était de concentrer plutôt tous les nouveaux logements, en fait, très proches du centre-bourg, voilà, pour éviter de se disperser et de consommer trop de sol, y compris dans les interstices urbains. Et je vais terminer par la question des ressources et des filières, en évoquant notre propre immeuble, notamment ici, voilà, qui est un projet qui convoque les ressources, les nouvelles ressources, comme je les appelle, puisque pour occuper un territoire en déshérence du point de vue démographique, l'État a largement encouragé en fait, l'enracinement du Massif central, comme d'autres territoires français, comme les Vosges par exemple. Donc on a toutes ces forêts nouvelles qui aujourd'hui sont à maturité, dont on pense ce qu'on veut, mais en fait ça constitue une ressource qu'on peut aujourd'hui exploiter. Et donc l'expérience de notre propre agence consiste à justement extraire cette matière. Nous avons fait une coupe, voilà, une éclaircie dans une forêt familiale, utiliser le Douglas planté dans les années 60 pour édifier l'ensemble de l'immeuble, que l'on voit ici sur cette photo dans son contexte urbain, sur la ligne de crête. Hein. On retourne au Rouget, je ne sais pas si vous avez la carte en tête, mais en fait on occupe en fait une dent creuse sur finalement cette ligne de crête et on retisse des liens, on se relie finalement à l'histoire du Rouget, qui consiste aussi à imaginer plutôt un objet construit le long de la traverse du bourg en superposant les fonctions. C'est-à-dire que c'est aussi une manière c'est une réponse qui s'inscrit en faux par rapport aux documents d'urbanisme qui continuent aujourd'hui à séparer les fonctions. Donc là, c'est travailler et habiter au même endroit, à proximité immédiate des commerces et des services. Et finalement, l'architecture incarne les enjeux du XXIe siècle. Et finalement, c'est une logique très proche de celle qu'on avait jusqu'au XIXe siècle, jusque même dans l'avant-guerre, où en fait, on utilise les ressources locales, sauf que c'est plus le granit et le chêne ou le frêne, mais plutôt le Douglas, qui est issu des forêts, des nouvelles forêts que j'évoquais tout à l'heure. Quelques photos où on voit aussi que la matière finalement caractérise l'architecture. Donc l'agence d'architecture sur des niveaux, la partie basse de l'agence, qui est la partie plus publique, le bois qui est utilisé pour la structure, les mesures intérieures, le mobilier, et puis le soleil comme ressource du projet aussi, puisque nous avons une orientation plein sud qui permet de stocker les calories et de les restituer par déphasage, avec un jeu savant sur la combinaison entre des structures légères et des structures plus massives qui permet de stocker l'énergie solaire et de la restituer par déphasage. Et puis c'est tout un prétexte aussi pour penser les espaces intermédiaires qui deviennent le grand sujet de l'architecture contemporaine, les entre-deux, entre intérieur et extérieur, où s'exprime le plaisir d'habiter, comme par exemple cette loggia qui prolonge mon propre logement, suspendue
à la charpente, et qui, voilà, avec cette façade qui fabrique plutôt une lisière artificielle entre intérieur et extérieur, plutôt que ne constitue, en fait, c'est pas un percement dans un mur ou une fenêtre en bandeau de l'architecture moderne, mais plutôt voilà, cette lisière mouvante entre intérieur et extérieur, avec des filtres qu'on peut actionner, donc des volets, des rideaux, qui permettent de couper la sensation de paroi froide. Et puis le soleil, la course du soleil, et aussi une manière de se reconnecter avec le climat, avec les saisons. Ici, c'est une photo prise à l'équinoxe d'automne, une des plus belles lumières qui soit chez nous. Ici, une photo au solstice d'hiver, où on montre comment le soleil en fait, entre dans le logement jusqu'à 6 mètres de profondeur, si bien qu'à Noël, on peut se promener en slip 24 degrés sans chauffage. Solstice d'hiver, l'hiver dernier. Un autre projet, peut-être rapidement, qui est le parc naturel des Cosses du Quercy, qui reprend les codes de l'architecture vernaculaire, mais aussi des références plus exotiques, comme cette maison du Sichuan en Chine, une maison à cour, où le parcours de l'eau en fait, se fait du toit jusqu'au sol, l'eau est collectée au sol. L'édifice que nous avons proposé s'installe sur un talus, se décline autour de 2 cours, 2 patios. Voilà l'édifice sur cette ligne de crête, encore une fois. Sous le bâtiment, on range toutes les voitures. Voilà, on fabrique un parcours qui permet d'articuler les développements urbains récents, pavillonnaires, et le centre-bourg. C'est un parcours qui permet aussi aux usagers, en fait, aux salariés qui travaillent là, de pouvoir stationner leur véhicule. Et puis voilà, c'est cette architecture qui s'inspire aussi bien de l'architecture du Quercy, vernaculaire, que de l'architecture traditionnelle asiatique. Le parcours de l'eau qui se fait au sol et qui alimente une cuve d'eau qui permet d'alimenter toutes les chasses d'eau des sanitaires. Et puis la charpente aussi, qui permet aussi de re-questionner l'ornement en architecture. Les patios intérieurs qui ont une vertu thermique qui permet de rafraîchir tous les espaces intérieurs et d'organiser des logiques de surventilation nocturne notamment. Ces patios permettent des usages, mais aussi de collecter les eaux de pluie au sol. Et puis une vue intérieure, la question des ressources, la paille produite par un agriculteur local pour l'isolation, le Douglas issu de forêts du Massif central, la terre cuite en couverture qui sont des produits en fait artisanaux fabriqués dans la Haute-Vienne. Voilà, je vais peut-être arrêter là. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Simon. Je sais pas si le micro. Ah oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon Tessou, c'est passionnant. Ça nous fait prendre un petit peu de recul. Alors peut-être, je passe très... J'ai zappé parce que j'avais une commande de Rachid. Je montre très vite un projet que Rachid m'a demandé de présenter, qui est un projet en fait sur un patrimoine bâti moderne à Aurillac. J'ai promis, je vais très vite. C'est une ancienne école primaire et élémentaire dans un quartier en rue à Aurillac, donc la préfecture du Cantal. Le projet vise à transformer ces écoles en un centre social avec la création d'une extension pour une salle de musique actuelle. Vous voyez quelques photos de ce patrimoine moderne très caractéristique, mais avec des percements non hiérarchisés, c'est-à-dire que finalement, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on a le même nombre de percements. Donc la question climatique n'était pas un sujet dans les années 60. Et donc le projet vise à re-hiérarchiser les percements, les façades, et puis en même temps
on imagine une forme de politesse par rapport à ce patrimoine somme toute très ordinaire, mais qui a quand même des qualités, avec cette architecture très tramée. Et donc le projet a visé finalement très souple, finalement très, très simple à réhabiliter, parce qu'en fait c'est une architecture à la fois tramée et avec une structure voilà, une ossature comme ça en béton et des remplissages en terre cuite, qui permet finalement d'ouvrir là où on veut ouvrir, de refermer pour les façades qui sont exposées un ensoleillement trop important. Donc on a refermé des parties, réouvert d'autres. On a aussi rétabli en fait, des relations avec le sol qui n'existaient pas, notamment entre la circulation et puis les espaces extérieurs. Donc en fait c'est un jeu très simple qui traite à la fois de questions climatiques en lien avec les enjeux contemporains, mais aussi des questions d'usage et de rapport au sol et aux extérieurs. Donc avec une isolation thermique par l'extérieur, sous la forme de laine de bois et d'enduit, ou de panneaux préfabriqués comme celui-ci en bois. On voit à l'arrière-plan justement les parties qui sont rebouchées, celles qui sont conservées. Le levage de en fait, cette architecture préfabriquée qui permet d'aller assez vite dans les travaux d'isolation thermique par l'extérieur. La mise en œuvre de tous ces panneaux préfabriqués avec les différentes étapes, et puis les surfaces plus courantes, plus pleines comme ça, qui sont isolées avec une laine de bois qui est ensuite enduite avec un enduit à la chaux naturel. Quelques photos une fois terminées où on conserve en fait cette écriture tramée. J'insiste là-dessus parce qu'on a beaucoup de projets de réhabilitation de patrimoine bâti 20e qui s'affranchissent finalement des qualités de l'architecture préexistante, qui tendent à effacer finalement ces qualités. Moi, je considère qu'il faut plutôt valoriser et mettre en avant finalement les principes de composition de cette architecture fonctionnaliste, certes, mais qui dispose encore une fois de qualité. Et je trouve que les projets qui tendent à complètement effacer le patrimoine bâti, en fait, poursuivent cette logique moderne qui consiste de table rase. Moi, je fais le pari exactement inverse, qui consiste à dire, ben non, en fait, ce patrimoine existe, on essaie d'en retirer, d'extraire finalement ces qualités et de les mettre en avant dans la fabrication du projet. Donc, c'est quelques photos de chantier. Le projet, une fois terminé, il y avait tout un travail aussi sur les sols en périphérie. Voilà, c'était une école qui disposait d'une cour entièrement minérale, que nous avons décroûtée pour donner une place aux vivants. Nous avons, grâce aux habitants, je le dis, pu planter beaucoup, parce que en fait, il n'y avait plus de budget à la fin du projet pour planter. C'était une mission complémentaire qu'on nous avait confiée, et ça a été un tollé, et l'ensemble des habitants nous ont aidés à convaincre les élus qu'il fallait consacrer un budget à la plantation de ce parc. Ici, les abords du projet qui montrent aussi comment les usages peuvent se déployer ici pendant le Théâtre de Rue, un festival qui est organisé tous les étés. Voilà. Merci beaucoup, Simon Tessou. Et peut-être pour rebondir sur ce qu'on voit à l'instant, tu dis grâce aux habitants, on a pu débloquer le budget pour cette dernière phase de renaturation. Comment est-ce que ce lien s'est fait et comment est-ce que vous avez permis aux habitants, fait en sorte que les habitants se mobilisent sur ce sujet? On n'a rien fait, hein. On n'a strictement rien fait. Nous, on était dépités, on était épuisés par le projet. Parce que si c'est déroulé quand même pendant la Covid-19, ça a pris 3 fois plus de temps que prévu. Je crois que toutes les agences de France ont beaucoup souffert pendant cette période, hein, parce que les chantiers ont duré 3 fois plus de temps avec les mêmes honoraires. Et en fait, comme par miracle, les habitants sont directement manifestés auprès de la maîtrise d'ouvrage pour dire non, c'est pas possible, on peut pas laisser le parc tel qu'il est. Et donc on nous a confié une mission complémentaire pour traiter la question du paysage dans cette ancienne cour d'école. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait déjà un petit parc moderne, pas très qualitatif, mais qui existait, qui mettait en relation cette école avec des tours et des bars en fait, d'un urbanisme moderne, comme on peut le voir ici à Firminy.
D'ailleurs, tout un projet en rue très classique, malheureusement, qui consiste à démolir beaucoup et à remplacer en fait, ces immeubles qui avaient quand même des qualités par des logements individuels très stéréotypés, sans grande qualité. La journée d'études s'intitule, on le disait, Refaire la ville. On a bien vu combien il s'agit bien de faire avec, et de faire avec au sens le plus large, et voilà, de bien tenir compte de ce qu'il y a pour faire avec, et même si ce sont, tu le disais tout à l'heure, des petits chalets sans doute assemblés en Pologne et amenés ensuite en France, ils sont là, et donc on va faire avec le projet tel qu'il, différemment de ce qu'il avait été prévu à l'origine, mais en tout cas en tenant compte de ces éléments-là. Les petits chalets en question, il ne s'agissait pas de les faire repartir de là d'où ils venaient. Pour la question de l'implication habitante, qu'on va beaucoup aborder tout à l'heure, enfin voilà, t'entendant terminer là-dessus, c'est pour ça que je voulais faire un petit zoom sur ce sujet-là. Mais j'ai l'impression, on a beaucoup parlé au début du Rouget, donc là où est située l'agence d'architecture que tu diriges. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'implication habitante au Rouget, mais l'habitant en l'occurrence, c'est toi et ton équipe. En tant qu'agence d'architecture située au Rouget, vous avez une manière d'aménager, de travailler à l'aménagement du territoire très incarnée. Vous connaissez le lieu mieux que personne. De quelle manière est-ce que ça pourrait se reproduire, ou ça peut peut-être, et peut-être c'est déjà le cas, peut-être que tu as des références là-dessus. Comment est-ce que ça peut se reproduire, ça, une agence d'architecture située dans un territoire et qui, par sa situation, va avoir un lien privilégié, j'imagine, avec la mairie, avec les personnes déjà en place, et une meilleure compréhension, peut-être une bonne compréhension en tout cas du contexte, et l'un plus l'autre, ça va les amener à refaire complètement le village du Rouget, qui est très différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 10, 20, 30 ans encore plus. C'est sûr que le fait d'être implanté sur place, en fait, change tout, quoi. C'est-à-dire que nous sommes des professionnels dans ce territoire-là, mais nous sommes aussi des citoyens. Et en tout cas, moi, en tant que citoyen du Rouget, en fait, je considère que j'ai aussi un rôle à jouer en donnant mon avis, voilà, en faisant en menant beaucoup d'actions qui ne sont pas rémunérées et que je considère être mon rôle de citoyen. Donc voilà, je suis devenu une sorte de conseiller du maire, informel. Voilà, par exemple, récemment, il m'a envoyé la nouvelle mouture du PLUI, il m'a demandé mon avis, donc je l'ai téléchargé, je vais faire mes remarques. On a travaillé sur les emplacements réservés, qui aussi de la commune. Tout ça, ça rentre pas dans le cadre d'une mission. C'est tout simplement en fait, voilà, un travail bénévole que je considère être normal quand on est en fait citoyen d'un petit bourg comme ça. Alors ça n'implique pas que des moments heureux, hein, parce que quand on a travaillé par exemple sur les emplacements réservés, j'ai proposé qu'on sanctuarise 2-3 parcelles où il y avait des chênes centenaires absolument magnifiques qui permettaient voilà, d'imaginer un tracé d'un nouveau parcours pour aller jusqu'au plan d'eau. Le maire trouvait ça super comme idée, et la semaine suivante, je vais me promener avec ma compagne jusqu'au plan d'eau, et je constate que tous les chênes centenaires sont abattus. Et voilà, la nouvelle avait fuité, l'agriculteur a pris peur, et en fait, comme le rapport au vivant est très différent dans les territoires ruraux que dans les métropoles, par exemple, et bien en fait, le bois a une valeur économique, c'est-à-dire que c'est X stères de bois de chauffage ou X mètres linéaires de piquet pour les champs. Donc c'est là où j'ai constaté qu'on n'avait pas pris la question correctement. On aurait dû aller voir l'agriculteur directement, lui dire voilà combien valent tes chênes, et puis bon, voilà, peut-être que la collectivité peut te racheter tes terrains, mais aussi la valeur des chênes. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de déconvenus. Hein. Je ne veux pas avoir une vision, enfin, comment dire, donner le sentiment que en fait, tout se passe bien dans les territoires ruraux et périurbains, et que c'est facile d'y exercer son métier. Et voilà, c'est parfois 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Et à titre personnel, évidemment,
la loi d'il y a quelques années sur la déconnexion après le travail. Je crois qu'elle s'applique différemment, j'imagine, quand on habite dans un lieu où on a autant d'actions. On va donner la parole à notre public. Au sein de notre public, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment de l'école d'architecture de Saint-Étienne. Juste avant de leur donner la parole, peut-être c'est quand tu disais, Simon, je crois plus, je te paraphrase à peu près, je crois plus à des petites initiatives qui, mises ensemble, vont faire un grand changement. Des petites initiatives, elles pourraient être portées par des étudiants qui pourraient faire le choix de revenir dans un village qu'ils ont pu connaître, de s'implanter dans un village qui les intéresse et de développer une activité. Selon toi, c'est quelque chose à faire d'une part, et en plus il y a un travail qui peut se faire de cette manière-là partout en France? Oui, je pense que c'est un modèle assez reproductible, je pense. Enfin, ça, moi, je regrette absolument pas mon choix, c'est-à-dire que en m'installant au Rouget, j'ai eu des commandes tout de suite. Alors tu connaissais le Rouget d'avant, tu y avais vécu plus jeune? Moi, je suis du Cantal, hein, donc en fait, le Rouget, c'est plutôt le territoire de mon ex-femme. Voilà, je me suis installé là et je suis resté. Moi, mes parents habitaient une demi-heure plus au nord, donc j'étais déjà un étranger un peu quand même. Mais en fait, voilà, je me suis impliqué dans la vie locale en m'inscrivant au club de foot du coin et puis je me suis constitué un réseau social. Et puis je me suis mis aussi à niveau des habitants, je ne sais pas comment dire. En fait, voilà, c'est une sorte d'apprivoisement mutuel parce qu'en fait, c'est absolument pas évident d'être architecte dans un territoire rural où on a une sorte de méfiance en fait des professions libérales et des intellectuels quoi en général. Ça peut représenter une certaine élite un peu inaccessible et en décalage avec... clairement, il ne faut pas oublier que des territoires comme les nôtres, il y a une surreprésentation des classes populaires voilà, qui sont de plus en plus méfiants à l'égard de nos élites, hein, qui malheureusement aujourd'hui s'incarnent par un vote extrémiste. Mais il ne faut pas le perdre de vue. En fait. Donc à un moment donné, c'est quelle position on adopte pour essayer de rentrer en contact quand même avec cette population qui est assez méfiante à l'égard de tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'intellectuel et d'habitudes qui pourraient être un peu différentes de celles qu'on observe tous les jours. Hein. Voilà. Je prends un exemple très simple. Pendant la Covid-19, je m'astreignais à une promenade quotidienne de 2 heures. Et en fait, on observe en fait la vie de nos voisins et qui représente une réalité. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, un homme ordinaire dans ces territoires-là, eh ben, en fait, sa passion, c'est plutôt ses voitures. Donc, il va plutôt passer ses week-ends à bichonner ses 3 ou 4 voitures plutôt qu'à faire son jardin. C'est une réalité où j'ai pu observer des agriculteurs avec leurs intrants en train de déverser tout leur azote sur des terres agricoles qui n'en ont pas vraiment besoin et qui polluent le cours d'eau juste en dessous. Enfin, c'est aussi ça, la réalité de notre territoire. Et ça justifie d'autant plus effectivement une action ponctuelle, localisée. Alors voilà, de tout ce qu'on s'est dit, j'imagine que des questions, mais pas que des questions, peut-être des remarques aussi, des réflexions, des expériences peuvent être partagées. Estelle, ici présente, peut vous faire passer un micro. N'hésitez pas à lever la main bien haut parce qu'avec la lumière, on ne voit pas forcément. Et voilà. Alors, Louis Détombe de Bellastock, qu'on entendra tout à l'heure. Je ne suis pas étudiant, malheureusement. J'espère qu'il y aura des questions d'étudiants aussi, mais comme il y avait un petit bit, je prends la place. Je voulais poser la question de ta posture par rapport à la notion d'urbanisme et d'urbaniste. On a mentionné voilà, le Grand Prix d'urbanisme, etc. Les projets qui ont été présentés, il y en a certains qui se situent dans un contexte urbain, mais beaucoup, et c'est peut-être la spécificité de cette approche en centre-bourg, dans la ruralité et on va dire aux prises de manière assez forte avec voilà, ces enjeux et ces objectifs qui sont ceux de la ruralité, qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'urbain. On est dans une journée d'études qui s'appelle « Refaire la ville ». Voilà, mais du coup, je voulais un peu savoir quelle était ta posture par rapport à cette idée d'être urbaniste, de qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est quelque chose qui se revendique en tant que tel?
L'urbanisme, en fait, l'urbanisme, c'est quoi? En fait, l'urbanisme est associé à un récit plutôt de croissance. L'urbanisme, c'est en fait croissance démographique, croissance économique. À un moment donné dans l'histoire, notamment pendant la révolution industrielle, c'est à ce moment-là que je pense que le terme d'urbanisme prend tout son sens. Eh bien, on organise en fait l'arrivée massive de ruraux dans les villes pour produire. Enfin, le passage du paysan à l'ouvrier. Et donc là, on organise la ville, on étend les villes. Alors, est-ce que ce terme a encore du sens aujourd'hui dans l'Occident? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression de faire de l'urbanisme au sens de répondre à des enjeux de croissance, d'autant plus dans les territoires dans lesquels j'exerce mon métier. J'ai l'impression plutôt de ménager les territoires plutôt que de les aménager, c'est-à-dire plutôt de les réparer, parfois les renaturer, de transformer en fait le déjà là, qu'il s'agisse d'édifices, mais aussi de sols. Donc mon action, moi je l'envisage comme ça, c'est-à-dire que plutôt de se poser la question de comment en fait on améliore des situations. Je pense que si on dézoome à l'échelle planétaire, l'urbanisme il a encore beaucoup de sens en Afrique par exemple, où là on a des besoins d'infrastructures colossaux, avec une croissance démographique galopante, à 4% par exemple. Moyenne d'âge au Sénégal, 19 ans. Là, en fait, l'urbanisme a tout son sens. Il va falloir créer des logements, des infrastructures, de mobilité, organiser l'assainissement, la collecte des déchets, etc. C'est-à-dire que là, l'urbanisme, en fait, est nécessaire. Dans nos territoires, l'urbanisme, pour moi, pourrait presque inventer un nouveau champ lexical, quoi. Voilà, qui consiste plutôt à, encore une fois, à transformer le déjà. J'espère que je réponds à la question. Alors, les questions ne sont évidemment pas réservées aux étudiantes et aux étudiants. Tout le monde peut poser des questions. Si des étudiants veulent témoigner, c'est vrai que moi je serais curieux aussi d'entendre votre rapport par rapport à votre écoute de ce qui a été dit jusque-là. Est-ce que dans ma génération d'étudiants en architecture, il y a... Louis, c'était quand qu'on était en première année de l'école d'architecture de Paris-Malaquais? 2006, ça fait 20 ans. Allez, il y a 20 ans, je ne sais pas vers quoi on avait les yeux et ça serait caricatural de citer un nom ou deux, mais on n'était certainement pas dans cette image-là de l'architecture. Est-ce que vous, étudiants de Saint-Étienne, vous imaginez une pratique de ce type-là? Quel regard vous avez là-dessus? Je serais curieux de le savoir. Mais je ne veux pas être intimidant avec ma grande question. Donc on peut aussi voilà, vous laisser la parole pour toute autre intervention. Bon, n'hésitez pas à crier très fort, on ne voit rien là. Ouais. On a contre-jour total. Elle vous est tout à fait autorisée tout de même. Qui va peut-être être redondante avec ce qui a été dit, mais c'est vrai que quand on est dans une école d'architecture, on rêve, on fantasme sur un rôle d'architecte. Et là, merci d'exister, parce qu'en fait, on voit que l'architecte est pas qu'un constructeur, en fait. Vous vendez une prestation intellectuelle pour soit déconstruire, mais pour réfléchir en fait. Et ça me plaît beaucoup en fait. Moi je vous vois totalement dans le prolongement, même peut-être différent que Lacaton et Vassal, mais à la rigueur il n'y a pas besoin de faire de points, mais c'est vraiment une nouvelle réflexion. Alors dans la campagne, dans la ruralité, on est confronté en effet à peut-être des esprits un peu rudes, mais il y a le bon sens. Mais en ville, on est confronté à des promoteurs qui ont le cerveau vide. Donc ouais, mais faut pas hésiter. Hein. S'ils n'ont pas le cerveau vide, ils n'ont qu'une volonté, c'est un regard business en fait. Donc moi, ma question, c'est de dire
comment on arrive, là on est entre architectes, on a peut-être la chance d'avoir... mais Pas tout à fait entre architectes, mais presque, c'est vrai. Mais voilà, parce que quand je dis architecte, j'englobe volontiers les géographes, les designers, les intellectuels et tout. Enfin, je nous vois vraiment comme un ensemble. Et en fait, la question, c'est comment on arrive en fait à s'unir avec les élus. Parce que là, on le voit, ça a été cité plein de fois. Je suis allé voir le maire, il me sollicitait pour une obligation, en fait, un plan d'aménagement. Et puis, en fait, vous avez complètement retourné le truc en amenant vers de la réflexion. Donc, comment on peut arriver, pour les architectes, les futurs architectes qui sont étudiants aujourd'hui, à créer... il y a une loi d'architecture qui est de 77, elle est très bien faite, voilà. Donc, comment on peut... de votre cas, faire que ça devienne une habitude, en fait, parce que vous n'êtes pas sujet au concours, on pourrait vous titiller sur les appels d'offres, alors que ce que vous avez fait, c'est vraiment remarquable. Voilà, là, donc je vais synthétiser la question. Comment, de votre action, on peut en faire ce que dit l'Ordre des architectes, un maire, un architecte? Ouais, la question est très, très vaste. Moi, j'ai constaté un truc, c'est que dans mes relations, en fait, dans mes échanges avec les élus locaux, en fait, il y a des thèmes qui sont plus porteurs que celui de l'architecture, en fait. Et donc, du coup, moi, j'attrape ces thèmes, j'en fais des sujets de discussion, et ils ne se rendent pas forcément compte que tous ces thèmes sont étroitement articulés à la question de l'architecture. Mais si on aborde la question via l'architecture en tant que discipline, peut-être, voilà, en fait, on est inaudible. Voilà. En fait, ça ne les intéresse pas. Parce qu'à chaque fois, ils vont dire j'ai testé, hein. Oh non, mais le goût, les couleurs, gna gna gna. Enfin, on n'arrive pas à parler en fait, d'architecture. Donc, moi, j'en parle plus. Je parle plutôt de thèmes périphériques qui, finalement, sont étroitement en relation avec l'architecture. Et c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc, je vais plutôt parler d'enjeux climatiques, voilà, de questions de ressources, je vais parler de l'économie locale, je vais parler de la question du paysage, de la géographie, voilà, la question des savoir-faire locaux, voilà, comment améliorer les conditions d'existence de nos concitoyens, etc., etc. En fait, tout ça, c'est de l'architecture, on est d'accord. Mais je parle pas tellement de matériel, enfin, comment dire, je parle pas de matière, de couleur, de composition, de façade. En fait, tout ça, c'est plus un sujet. Enfin, c'est un sujet pour moi, en tant que concepteur, mais que je ne partage pas forcément avec mes maîtres d'ouvrage parce que je suis inaudible. Mais évidemment, donc ça, pour moi, bah, je considère que c'est mon job, je fais mon job. Et ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Voilà. Mais comment s'établit le lien de confiance? Il y a des communes qui reviennent, alors évidemment le Rouget, mais d'autres aussi, Aurillac et d'autres lieux. On imagine qu'il y a un lien assez fort qui vous unit à chacun des élus en charge de ces territoires-là. Comment s'est établi le lien de confiance à chaque fois? C'est par la pratique que vous êtes amené à les rencontrer et ça se passe suffisamment bien pour qu'il y ait une collaboration qui se mette en place? Alors, le lien de confiance, il se fabrique. Hein. Il s'entretient. Enfin, d'abord, il faut fabriquer il faut organiser cette rencontre, quoi. Produire les conditions de la rencontre, je dirais, et ensuite l'entretenir. Donc ça passe par, en fait, il faut s'apprivoiser. En fait, ça c'est déterminant. En fait, et peut-être qu'il y a une dimension un peu anachronique dans notre pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne s'ancre pas dans un territoire et qu'on ne se dédie pas à ce territoire toute sa vie, bah, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc c'est très, je dis anachronique parce que voilà, on sent bien que le monde est très volatile, qu'il faut toujours changer. Et je pense que voilà. Donc en fait, il faut s'ancrer dans un territoire. En fait, sinon on n'arrive pas, parce que en fait l'action, enfin la pertinence de l'action, elle se mesure sur le temps long. Et c'est la durée, quoi. La question de la durée devient un sujet ultra contemporain, mais qui est encore un peu anachronique. Peut-être pas demain, mais...
Et sur ce sujet des appels d'offres, c'est vrai que comment ça se passe au Rouget? Vous avez un contrat cadre pluriannuel qui vous amène à faire toutes ces interventions? Je dis ça en rigolant un peu, Non, j'imagine que ce n'est pas le cas. Non, justement. Et moi, je milite justement pour qu'en fait, on ait un accord cadre renouvelable une fois ou deux qui permettent en fait, d'arrêter de se prendre la tête avec toutes les tracasseries administratives. Et puis, ça permet aussi d'éviter en fait, des interrogations contrôle de légalité en préfecture, quoi, très clairement. Mais dans les faits, très concrètement, c'est des appels d'offres, tout ce qu'on voit En fait, la plupart des sujets, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet de concurrence, sauf que en fait, ça peut être diversement apprécié en préfecture, parce qu'on peut considérer aussi que la multiplication des petits contrats, voilà, on peut très bien concevoir que ça interroge en préfecture. Pour préciser, un petit contrat peut vous permettre d'être sollicité, vous, de gré à gré entre la mairie et vous, là où, dès qu'on dépasse un certain montant d'honoraires, on est obligé de faire un concours d'architecture, de solliciter plusieurs personnes qui présentent un projet. Mais sincèrement, je veux dire, vous savez, 90% des sujets que je traite, en fait, ça intéresse personne d'autre, parce que, en fait, pourquoi moi ça m'intéresse? Parce que je suis habitant et que j'ai envie de participer à cette sorte de logique un peu incrémentale, de monter en qualité du territoire. Mais en fait, un architecte d'Aurillac ou de Clermont-Ferrand, je pense que ça le fait un peu chier de traiter les abords du plan d'eau du Rouget, quoi. Ça ne l'intéresse pas. Donc en fait, voilà, j'ai pas une levée de bouclier de mes confrères, quoi, globalement. Alors après, on ne fait pas tout sur notre territoire. Hein. Il y a des architectes qui font, par exemple, la transformation du stade de foot, c'est pas nous qui l'avons fait, la maison de santé non plus. En fait, il y a beaucoup d'architectes qui interviennent sur notre territoire. Et c'est tant mieux. Et, enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet, en fait. Alors, on va devoir arrêter ce premier temps de questions, mais il y en aura d'autres. Cet après-midi, on va essayer d'en faire peut-être plusieurs durant l'après-midi. On vous retrouve tout à l'heure, Simon Tessou, dans le cadre de la table ronde. Un grand merci en tout cas pour cette première conférence. Et on va accueillir maintenant l'équipe en charge de les commissaires de l'exposition. Merci beaucoup, Simon Tessou.